Jacques Higalin, c'est professeur des universités. Sa spécialité est la gestion des ressources humaines. Il a développé dans la première partie de sa carrière tout un ensemble de théories et de réflexions sur les questions centrales de la gestion des ressources humaines, comme la gestion des rémunérations, la gestion des motivations, l'implication au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Puis dans une seconde partie de sa carrière, il a orienté sa réflexion sur la responsabilité sociale de l'entreprise et sur le développement durable, avec en particulier, dans les années récentes, une réflexion plus large sur la gouvernance des entreprises. Jacques Higalin a exercé un grand nombre de responsabilités, tant au niveau local, au sein de son université d'origine, à l'université de Toulouse-Capitole, qu'au niveau national, dans les différentes instances d'évaluation de notre profession. Professeur émérite depuis le début de cette année universitaire, nous allons ensemble essayer d'évoquer l'évolution des métiers d'enseignant-chercheur, l'évolution sur le fond de sa discipline, la gestion des ressources humaines, et bénéficier de ses conseils sur tout un ensemble de sujets qui nous intéressent. Bien, Jacques Higalin, est-ce que vous pouvez nous donner donc votre regard sur les évolutions de la discipline? Oui, mon cher Hervé. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis arrivé à une époque où il y avait assez peu de travaux de recherche en gestion des ressources humaines. Dans les années 70-80, il n'y avait pas de manuel. Le premier manuel, qui s'appelait non pas gestion des ressources humaines, mais gestion du personnel, était dû d'ailleurs, c'est peut-être un hasard, à un professeur de notre université à Toulouse, qui s'appelait M. Despax, et qui avait fait un manuel de gestion du personnel, qui était en réalité un manuel de droit social. Donc, quand j'ai été agrégé, j'ai pensé qu'il était certainement utile à la fois de doter la discipline d'un certain nombre de recherches scientifiques, et puis également de socialiser les enseignants et les chercheurs en gestion des ressources humaines. Et d'ailleurs, en 1989, au congrès des IAE à Strasbourg, j'ai créé l'association francophone de gestion des ressources humaines. C'est à travers cette association, essentiellement, que nous avons développé des recherches en gestion des ressources humaines. Pour ma part, j'ai commencé à travailler dans un premier temps sur les systèmes d'information de gestion des ressources humaines. Il faut se souvenir qu'il y avait eu, il y a déjà très longtemps, en 1975, un rapport de M. Sudreau qui disait que la gestion du personnel était à l'époque essentiellement qualitative. Il parlait même de doigts mouillés. Et il disait qu'il est temps d'introduire de la quantification. Et il avait, pour cette raison, fait une proposition qui a été reprise quelques années après et qui a donné naissance au bilan social. Et le bilan social a donné naissance, évidemment, à des données sociales sur lesquelles nous avons commencé à travailler avec d'autres chercheurs. Et nous avons commencé à essayer, par exemple, d'introduire des mesures des différentes politiques, celles que tu as évoquées. Et ensuite, on a essayé également de réfléchir sur les processus, par exemple le processus de formalisation et d'évaluation de la performance dans le domaine de gestion des ressources humaines. Et par la suite, effectivement, ces recherches se sont étendues. Il y a eu des circonstances parfois favorables. Tu as évoqué, Hervé, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce fut un moment important qui a débuté par une phrase de Martine Aubry qui avait dit au début des années 80 « Les entreprises licencient trop vite et trop fort ». Et à partir de là, elle demandait à ce qu'on essaye de prévoir la gestion de l'emploi pour éviter le stop and go, les licenciements et les recrutements massifs. Donc on a travaillé sur des modèles de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis il y a eu ensuite les problèmes de formation, il y a eu les problèmes de rémunération qui nous ont occupés. L'objectif était de doter cette discipline naissante, la gestion des ressources humaines, d'un certain nombre de bases qui soient à la fois scientifiques, c'est peut-être un grand mot, mais qui ait passé le cap d'une analyse rigoureuse. Voilà. Et lorsque on t'entend, cher Jacques, évoquer cette période, on a l'impression que c'est une période un peu bénie pour le développement de la gestion des ressources humaines, puisque c'est vrai, on comprend bien qu'il y avait déjà un droit social qui était constitué, mais qui ne s'intéressait pas vraiment de manière systématique aux pratiques de management des ressources humaines. Et on comprend bien que tu as fait partie avec d'autres du développement de cette réflexion sur la gestion des ressources humaines. Est-ce que tu n'aurais pas l'impression aujourd'hui que beaucoup de choses ont été dites sur beaucoup de sujets et quels sont finalement aujourd'hui les nouveaux sujets prometteurs par rapport à ce que tu regardais à l'époque?
Il y a à la fois des sujets nouveaux qui apparaissent, mais il y a aussi des approfondissements. Par exemple, tu évoquais tout à l'heure le problème de la motivation. Ben, voilà un sujet qui est un sujet éternel, mais les concepts évoluent. Moi, quand j'ai commencé, on parlait moins de motivation que de satisfaction. Ensuite, il y a eu effectivement la motivation, puis après, on a parlé de commitment, de l'engagement ou de l'implication. Aujourd'hui, on parle du bien-être. Et si les concepts évoluent, il s'agit quand même toujours d'essayer de mesurer les perceptions, le ressenti des employés dans leur situation de travail. Et puis ensuite, de regarder en quoi il peut y avoir des relations entre, d'une part, cette perception et la performance sociale, et puis entre la performance sociale et la performance globale. Donc voilà des sujets qui ne sont pas nouveaux, mais qui se sont renouvelés au fil des ans. Les sujets véritablement nouveaux, à vrai dire, sont peu nombreux. Je vois, bien sûr, aujourd'hui le problème de la digitalisation de la fonction RH, qui est véritablement nouveau. Et puis ensuite, il y a des sujets qui sont apparus, mais dont on pouvait trouver quand même des traces. Par exemple, le coaching, qui est devenu une pratique intégrée dans la gestion des ressources humaines, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, mais on aurait pu trouver déjà un certain nombre de signes précurseurs. Donc, de mon point de vue, la gestion des ressources humaines, c'est plutôt améliorée en s'approfondissant et en essayant aussi de mobiliser des cadres théoriques. Elle a rarement été à l'origine de la production de cadres théoriques, mais elle a mobilisé des cadres théoriques psychologiques, sociologiques, sociopolitiques, pour essayer d'expliquer les comportements de l'homme au travail et la performance des politiques sociales. Très bien. Une autre idée peut-être qui vient lorsque on t'entend parler de l'évolution de la gestion des ressources humaines, c'est le rapport finalement au management, le rapport au DRH. Là encore, je pense qu'il y a 20-30 ans, vous avez initié un rapprochement entre les directeurs des ressources humaines et le monde académique. Aujourd'hui, tu dirais que ce rapprochement est parfaitement pérenne et répond aux attentes des managers en matière de ressources humaines. Est-ce que les professeurs de gestion des ressources humaines sont écoutés ? Ce que tu dis est intéressant parce que les premiers ouvrages qui essayaient non pas de faire des recherches académiques, mais simplement des surveys, c'est-à-dire des recueils de pratiques, émanaient en particulier d'un praticien qui fut secrétaire général de l'association des directeurs du personnel, la NDCP à l'époque, qui a changé de nom depuis. Cette personne s'appelait Duguay McCarthy, et c'est lui le premier qui finalement a essayé de rendre compte des différentes politiques, de la sociologie de la profession qui composait les DRH, enfin les directeurs du personnel à l'époque. Et lorsque j'ai lu ces ouvrages, il y a déjà un certain temps, je me suis rendu compte que la profession elle-même avait besoin de cet apport réflexif sur elle-même. Et bien sûr, dès que nous avons créé l'AGRH, avec une cinquantaine de collègues, en 1989, immédiatement, nous nous sommes tournés vers la NDCP, qui peu de temps après est devenue la NDRH, pour nouer des relations avec le monde professionnel. Et je dois dire que nous avons été très bien reçus, nous étions peut-être attendus, et nous avons coopéré. Nous avons coopéré, par exemple, dans des manifestations communes, nous avons coopéré dans des publications communes, et aujourd'hui encore, il y a d'excellentes relations entre l'AGRH, les enseignants-chercheurs, et la NDRH, qui représente le monde des professionnels. Pour conclure sur cette premier ensemble de réflexions, est-ce que ça semble dire que, de ton point de vue, la gestion des ressources humaines en tant que discipline s'est développée, s'est sécurisée en termes théoriques, et également continue à répondre réellement aux préoccupations des DRH et des managers? Alors, il faut être quand même assez modeste. Je crois que nous répondons à un certain nombre de questions. J'évoquais par exemple la problématique des indicateurs RH. Là, je crois que nous avons produit des résultats qui ont été repris par les DRH. Mais autrement, l'adéquation de nos recherches aux attentes de la profession pourrait bien sûr être améliorée. Je suis certain que si on posait la question à des DRH, eh bien, ils diraient par exemple que nos recherches ne sont pas assez pratiques, ne sont pas facilement transposables.
Mais moi, je ne fais pas de complexe, hein, parce que je crois que les problèmes se posent de la même façon pour toutes les disciplines de gestion. Et nous sommes, nous, les enseignants-chercheurs, tenus par des exigences de rigueur qui parfois s'obtiennent au détriment de la pertinence de nos recherches. Par exemple, la gestion du temps. Il est évident qu'un DRH, lorsqu'il se pose un problème, il veut la réponse dans les 3 mois, 6 mois, 9 mois au maximum. Et nous, lorsqu'on fait une recherche, pensons aux recherches doctorales, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc il y a vraiment déjà un horizon de temps qui fait qu'il est difficile de répondre immédiatement aux préoccupations des directeurs des ressources humaines. Le temps de la recherche n'est pas le temps de l'action. Très juste. Bien, Jacques, tu as évoqué tout à l'heure le fait de socialiser l'ensemble des enseignants-chercheurs dans les années 80, je crois que c'est ça, en particulier avec la naissance, la création de l'association francophone de gestion des ressources humaines. Et dans le même ordre d'idées, on pourrait avoir quelques éléments de réflexion et ton avis sur l'évolution du métier d'enseignant-chercheur, la manière de faire ce métier dont on sait qu'il a de multiples dimensions, parfois difficilement conciliables, l'enseignement, la recherche, mais la valorisation aussi de la recherche et les liens qu'on peut tisser avec les réseaux professionnels. Donc, on se rappelle tous des conditions d'exercice de ce métier, disons, il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles ont changé. Quel est ton regard par rapport à ces évolutions ? Oui, 20 ans pour moi c'est un peu court, mais si je remonte 30 ans ou 40 ans en arrière, il y avait un professeur qui avait parlé des 3 tiers. Il avait dit, un enseignant-chercheur en gestion, il fait ce que tu as dit, 1/3 d'enseignement, 1/3 de recherche, mais le 3e tiers n'était pas la valorisation de la recherche, c'était à l'époque le conseil. Et on voyait un enseignant-chercheur comme étant quelqu'un qui, un peu comme un grand professeur de médecine à l'époque à l'université, avait toujours son cabinet pour recevoir des clients et puis faisait de la recherche et de l'enseignement. Et effectivement, c'est un peu ce que j'ai fait au début de ma carrière. Et puis assez rapidement, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. En matière de recherche en particulier, le niveau monte. Il est évident que le niveau des publications ne cesse d'augmenter. Et donc, il est devenu difficile d'être à la fois, par exemple, un chercheur et un consultant. Je veux dire, un vrai consultant. Quelqu'un qui passe du temps à répondre à de vrais problèmes des organisations. Donc aujourd'hui, on peut le regretter, eh bien, l'enseignant-chercheur n'est plus vraiment un consultant. Il est plutôt, si on devait mettre un 3e tiers, je ne mettrais pas la valorisation de la recherche, je dirais peut-être, hélas, il est devenu un enseignant, chercheur et souvent administratif. Parce que nous passons quand même beaucoup de temps à gérer des programmes ou des institutions. Alors, l'évolution, elle est, je le répète, double. D'une part, en matière de recherche, le niveau monte. Sur l'enseignement aussi, certainement, mais les choses sont plus difficiles à quantifier. On ne fait pas de bibliométrie concernant les prestations des enseignants. Donc, il y a certainement un niveau qui monte, mais il y a aussi le fait que, malheureusement, de temps en temps, il y a une coupure qui se fait par rapport aux besoins des organisations. Ce 3e tiers qui, idéalement, aurait pu être tenu par le Conseil, comme il a disparu, on voit quand même aujourd'hui des enseignants-chercheurs qui, après 10 ou 15 ans de pratique de leur métier, se sont un peu coupés des organisations et s'enferment des fois dans des problématiques de recherche qui sont évidemment très importantes, mais qui ne répondent pas toujours aux besoins des organisations. C'est ce que je disais tout à l'heure, on sacrifie parfois la pertinence au profit de la rigueur. Ça m'amène à une réflexion, cette réponse. Restons sur le côté purement académique et scientifique. Il y a peut-être 40 ans, en tout cas il y a 20 ans certainement, on voyait des productions scientifiques qui se répartissaient entre des ouvrages et des articles scientifiques. Et il me semble, c'est vrai en GRH, c'est vrai dans d'autres disciplines, qu'aujourd'hui, s'il fallait faire un rapport, je dirais que peut-être 1/4 de l'activité de production renvoie à des ouvrages et presque 3/4 à des articles scientifiques, parce que les règles d'évaluation de la performance académique se fondent surtout sur la publication d'articles scientifiques. Est-ce que tu constates ça aussi dans ta discipline, la gestion des ressources humaines? Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça de manière très naturelle? Je me rappelle encore, il y a 2-3 ans, j'ai
discuté avec des éditeurs français qui me disaient « Nous n'avons plus de professeurs des universités qui nous proposent des ouvrages de manière régulière dans les disciplines. Nous sommes parfois obligés d'aller chercher d'autres auteurs non français ou non francophones que nous faisons traduire dans un second temps. » Je ne dirais pas exactement la même chose pour la gestion des ressources humaines. Parce que d'abord, dans les ouvrages, de quoi parle-t-on? On parle de manuels de gestion des ressources humaines ou on parle d'ouvrages de recherche. Alors, si on parle de manuels, dans ma discipline, j'ai connu, lorsque j'y suis entré, une époque où je considère qu'il n'y avait pas de manuel, de véritable manuel. Le premier manuel qui est apparu et qui existe toujours aujourd'hui dans sa 15e ou 16e édition, c'est le manuel de Jean-Marie Peretti, qui a été un très grand succès, et ça a été le premier manuel moderne de gestion des ressources humaines. Avant, il y avait Monsieur Personnel ou la fonction personnelle, mais qui étaient plutôt des textbooks à l'américaine que des manuels. Bon, ça, en gestion des ressources humaines, il existe beaucoup de manuels. Aujourd'hui, il doit exister sur le marché 12 à 15 manuels, et il n'y a pas sur le marché de place pour 12 à 15 manuels. Donc là, ce n'est pas forcément la peine d'appeler des professeurs à écrire de nouveaux manuels. Alors après, il y a le problème des ouvrages de recherche. Alors, les ouvrages de recherche, pour nous en GRH, nous avons produit une collection importante, une vingtaine d'ouvrages chez un éditeur, Vuibert, et chaque année, nous sortons 1 ou 2 ouvrages de recherche qui permettent à des chercheurs d'aller plus loin et d'approfondir davantage que dans un article, parce qu'ils ne sont pas forcément limités par le format un peu strict de l'article. Donc, nous, en gestion des ressources humaines, nous sortons des ouvrages. Bon, je ne sais pas si ces ouvrages sont de véritables succès des librairies, parce que quand même, il s'agit de recherche. Donc, lire un ouvrage de recherche en gestion des ressources humaines, il y a quand même un problème de marché. Les directeurs des ressources humaines, par exemple, lisent assez peu d'articles ou d'ouvrages de recherche. Donc, le lectorat n'est pas important. Mais la production, quand même, existe. Donc, sur l'aspect production d'ouvrages, pour la GRH, je pense que nous avons aujourd'hui une production de qualité et régulière. Et comme nous sommes dans la question de l'évolution du statut d'enseignant-chercheur, et c'est presque une question de gestion des ressources humaines, on va parler d'incitation. À l'évidence, même si ce que tu viens de dire est tout à fait raisonnable, le système d'incitation des jeunes enseignants-chercheurs ne les conduit pas à produire des connaissances sous un format d'ouvrage, quel qu'il soit d'ailleurs, ouvrage de recherche ou manuel, mais les incite très fortement à viser les meilleures revues internationales le plus vite possible, dont on sait, dans ce cas, qu'il va falloir investir sur 2 ou 3 ans pour obtenir une publication dans ce type de revue. Voilà, quel est, de ton point de vue encore, les conséquences de ce système d'incitation, puisqu'effectivement, pour le dire très concrètement, ça veut dire qu'un jeune docteur qui débute sa carrière peut passer 3 à 4 ans à viser une des meilleures revues avant de pouvoir publier quelque chose qui soit, disons, peut-être opérationnel, y compris pour un DRH. Oui, je pense que c'est un problème vraiment très important, l'évaluation des enseignants-chercheurs. Et comme tu l'as dit, Hervé, déjà, il faut remarquer qu'on n'évalue pas les enseignants-chercheurs, on évalue uniquement les chercheurs. Donc on évalue simplement la moitié de leur vie professionnelle. Ce qui, de mon point de vue, est une première difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait arriver à trouver des moyens d'évaluation de l'enseignement. Je crois que c'est possible, simplement, ça ne se fait pas. Alors, pour la recherche, pour l'évaluation des chercheurs, évidemment, la bibliométrie, dont tu es un expert, a permis de fournir des bases. Et on sait effectivement compter les revues, et souvent le chercheur qui est évalué, comme tu l'as dit, ça se résume à un nombre de publications dans des revues rankées. Bon, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, je crois, même d'indispensable. Est-ce que cela est suffisant? Là aussi, je ne crois pas. Je crois que si on pouvait doubler cette évaluation par des mesures, par exemple, de notoriété, de visibilité, de valorisation de la recherche, avec d'autres outils, à l'heure, par exemple, des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, je crois qu'on peut voir l'impact d'un chercheur dans sa communauté élargie, c'est-à-dire comprenant également les praticiens, au-delà des articles scientifiques qu'il publie.
Et je crois que, par exemple, cet impact est tout à fait important. Quant à la bibliométrie ou la scientométrie, je ne résiste pas au plaisir de donner une anecdote pour montrer aussi les dérives de cette démarche. Il y a un site américain qui s'appelle Thinker 50, les 50 meilleurs penseurs, chercheurs, ceux qui contribuent le plus, non pas à la GRH, mais au management. Et évidemment assis sur les principes de la bibliométrie. Je l'ai consulté il y a quelques années, et en 2007, je me le rappelle très bien, le numéro 20 sur 50 des meilleurs chercheurs en gestion et en management s'appelait M. Donald Trump. Donc, je crois que ça montre aussi parfois les limites du système. Bien, nous allons aborder maintenant une dimension importante du métier d'enseignant-chercheur, qui est celle de la formation à la recherche. En tant que professeur des universités, nous avons le plaisir d'accompagner des doctorants jusqu'à leur thèse, et dans certains cas, d'accompagner également des jeunes collègues vers leur habilitation à diriger des recherches. Je crois savoir, Jacques, que tu as suivi 25 doctorants pour les amener à leur thèse, et que tu as encadré 13 collègues pour leur habilitation à diriger des recherches, dont moi-même d'ailleurs, je dois le dire. Et donc, l'idée, ça serait peut-être de parler un peu de cet exercice si particulier, qui a à la fois une dimension évidemment technique, scientifique, mais également une dimension humaine, et de nous donner ton avis sur l'évolution aussi de la relation entre le directeur de recherche et son doctorant, en particulier dans le cadre des évolutions réglementaires récentes sur les écoles doctorales. Un sujet difficile. Bon, évidemment, pour moi, la conduite d'une thèse, la direction d'une thèse, a toujours fait partie de l'aspect le plus agréable et le plus difficile de la profession de professeur des universités. Le plus agréable parce qu'on voit pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, une personne qui se passionne pour un sujet, une personne qui va éclore, qui va découvrir à travers sa recherche, eh bien, le métier de chercheur. Et pour le directeur de recherche, comme tu l'as dit, c'est un jeu à la fois technique et relationnel qui consiste à lui donner des informations, mais à le laisser aussi libre, parce que c'est sa recherche, c'est sa thèse. Donc c'est très difficile, et je crois que ça reste aussi une des grandes fiertés pour moi d'avoir amené 25 jeunes personnes à devenir des docteurs en gestion, et surtout que ces 25 personnes aujourd'hui ont des postes dans l'enseignement et la recherche en France et à l'étranger, dans plusieurs pays. Et je continue bien entendu à avoir des relations suivies avec elles. Et je crois qu'on n'oublie jamais ces thésards, comme je l'espère. Un thésard n'oublie jamais son directeur de recherche. Sur le second volet de ta question, je serai malheureusement beaucoup plus critique, car j'estime que la tendance actuelle est justement de distendre un peu ce lien au sein des écoles doctorales entre le directeur de recherche et le thésard. Alors, il paraît qu'à une époque, il y avait des directeurs de recherche qui voyaient leur thésard 2 ou 3 fois durant leur travail. Une fois pour fixer le sujet, une fois pour fixer le plan, et puis les jours de la soutenance. Et il paraît que c'est en réaction avec ces pratiques qu'on a voulu davantage encadrer au sein des écoles doctorales les doctorants. Pour ma part, comme ça n'avait jamais été ma pratique, je trouve qu'il y a aujourd'hui dans les écoles doctorales énormément de contraintes pour les doctorants, et même parfois une certaine suspicion introduite vis-à-vis de la relation qu'un doctorant peut avoir avec son directeur de recherche. Par exemple, l'idée de demander aux doctorants s'ils ont été harcelés par leur directeur de recherche, comme cela se fait de plus en plus, ne me semble pas forcément une bonne idée. Bon, cela dit, on fait avec, mais je crois qu'il y a là un air du temps qui n'apporte pas grand-chose. Et ce lien de confiance, de respect mutuel, pas de co-création, parce que c'est la thèse et l'œuvre du chercheur, mais en tout cas de pouvoir
donner de l'aide à un chercheur jusqu'à ce qu'il arrive à soutenir sa thèse, je crois qu'il faut essayer quand même de le préserver. Il faut pas chercher à le casser, parce que ce n'est ni dans l'intérêt des jeunes thésards, ni dans l'intérêt des institutions. Bien. Alors, justement, dans le côté privilégié de la relation, il y a tout le côté conseil, parce que à de nombreux moments dans la thèse, et même au-delà, dans le cadre des habilitations à diriger des recherches, nous avons tous besoin de conseils, nous avons eu tous besoin de conseils. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune titulaire d'un master recherche qui voudrait s'engager dans une thèse? D'abord, je lui dirais qu'il fait un choix qui est à la fois valorisant, mais difficile, ne serait-ce que financièrement, parce que je trouve que, même si ce n'est pas ta question, c'est ma réponse, un des obstacles aujourd'hui à l'entrée dans la carrière d'enseignant-chercheur, c'est les conditions matérielles qui sont faites, en tout cas dans l'université, aux jeunes collègues qui deviennent maîtres de conférences. Et je crois que les niveaux de rémunération et puis les conditions de travail en général ne sont pas en France très attractives. Et je pense que cela nuit gravement au recrutement d'enseignants-chercheurs dans l'université. Mais néanmoins, ayant dit cela, si le jeune persiste, je lui donnerai 2 conseils. Le premier, c'est évidemment de ne pas se laisser imposer un sujet, parce qu'un sujet, on doit l'aimer profondément. Ça, c'est le premier conseil. Et le second conseil, c'est quand même le fait que c'est un couple, directeur de recherche et chercheur. Et donc, il faut, je crois, non pas choisir son directeur de recherche, parce que ça ne correspond pas, ce ne serait pas réaliste de dire ça. Mais il faut en tout cas avoir la capacité à mettre en place une relation avec le directeur de recherche qui soit une relation, comme je le disais, de confiance, de respect réciproque, et qui permette vraiment aux jeunes d'explorer, éventuellement de faire des erreurs, sans avoir l'impression que son directeur de recherche va le sanctionner, ou que son directeur de recherche va éventuellement l'abandonner s'il se trompe. Il y a un aspect d'apprentissage dans la recherche, enfin dans la recherche doctorale, qui me semble important. C'est un moment où on a encore le droit de changer d'avis, que ce soit sur le sujet de recherche, que ce soit sur le cadre théorique, que ce soit sur les outils de recherche. Et je crois que ce droit à l'erreur, ça fait partie aussi des choses qui doivent être préservées. Ce qui a pour conséquence que là aussi, le souci des instances qui nous dirigent de privilégier à toute force la thèse en 3 ans sur la thèse en 4 ans ou 5 ans, pour ma part, me paraît un souci secondaire. Il y a des thèses qui peuvent être faites très bien en 3 ans, et très bien, mais si une thèse, pour être parfaite, nécessite 4 ou 5 ans, eh bien, il ne faut pas la soutenir en 3 ans. C'est en tout cas mon point de vue. Bien, nous avons tous eu dans notre carrière un ouvrage ou un article scientifique qui nous a fait nous mettre en mouvement, soit pour le contredire, soit pour essayer d'apporter une contribution dans le même sens que cet article, ou comme tu disais tout à l'heure, comme cet auteur, parce que je crois que ce qui nous anime aussi souvent, c'est vraiment l'admiration qu'on peut porter à nos pairs. Donc la question que je te poserai là, c'est est-ce qu'il y a un ouvrage ou un article, je ne vais pas te limiter, 1 ou 2 ouvrages ou 1 ou 2 articles, qui ont été vraiment fondamentaux dans ta réflexion? Oui, mais ce n'est pas forcément des ouvrages de gestion. Dans les ouvrages de gestion, comme je l'ai dit, cet ouvrage de Jean-Marie Peretti, qui s'appelle maintenant Personnel, a été pour moi un ouvrage qui a permis de donner à la discipline un manuel vraiment digne de ce nom. Donc voilà, un ouvrage que je citerai dans ma discipline. Mais je m'intéresse aussi à la littérature, par exemple. Et si je devais donner un ouvrage qui m'a marqué, je n'irai pas le chercher dans la gestion. Je penserai, par exemple, spontanément à un ouvrage qui s'appelle Le jeu des perles de verre. Un ouvrage pas très connu, d'un auteur allemand qui a écrit ça, je crois, pendant la guerre, et qui a eu le prix Nobel quand même, en 1946. Et c'est un ouvrage qui décrit une utopie. Il s'agit de la vie, c'est une biographie fictive d'une personne qui s'appelle Vallée, Joseph Vallée,
et qui va devenir un maître dans le jeu des perles de verre, qui est une discipline qui n'existe pas et qui est un peu une discipline intellectuelle. Il s'agit de travailler dans le concept, mais aussi avec une dimension musicale, une dimension philosophique. Il va devenir un maître dans cette discipline, et un jour, la communauté des joueurs de perles de verre sera confrontée à la réalité. Comment peut-on continuer à développer un jeu qui finalement est très intellectuel dans une société qui a des besoins, et on voit la confrontation entre le monde des entreprises et puis le monde des intellectuels. Et finalement, d'ailleurs, Joseph Vallée va démissionner de cette communauté des perles de verre pour devenir le précepteur de l'équivalent, je dirais, du patron du MEDEF, enfin du fils du patron du MEDEF. Et à la fin, mais je ne vais pas dévoiler la fin, je ne vais pas spoiler le lecteur, les choses se termineront pas forcément d'une très bonne façon. Donc moi, dans le jeu des perles de verre, j'ai trouvé une utopie qui m'a beaucoup intéressé, un peu un parcours initiatique de quelqu'un qui va devenir à la fois intellectuel, qui va s'intéresser à la musique, à la philosophie chinoise, une introduction aussi au taoïsme, et qui finira par devenir le précepteur d'un grand dirigeant d'entreprise. Bien, nous abordons maintenant une question, même je devrais dire un ensemble de questions tout à fait intéressantes, en te posant la question, quel est ton plus grand regret quand tu regardes l'ensemble de ta carrière, et quel est ton plus beau succès? Bon, commençons par les regrets. Les regrets sont liés non pas à la GRH, mais à la responsabilité sociale de l'entreprise. En effet, lorsque ce sujet est apparu, à peu près au début du siècle, 99, 2000, comme tu l'as dit Hervé, je m'y suis intéressé, et j'ai été amené à participer à la création d'une association et d'une revue qui s'appelle, et qui existe toujours, la revue de l'organisation responsable. Et un de mes regrets, c'est que j'ai assisté, assez impuissant, au fait que cette association d'enseignants-chercheurs en responsabilité sociale qui s'est créée a connu un clivage et a donné naissance à une deuxième association. Donc la première, qui existe toujours, s'appelle l'ADERS, Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en RSE, et la seconde s'appelle le RIOD, Réseau international des organisations sur le développement durable. Et moi qui avais créé une revue, je voyais donc avec beaucoup de tristesse ce clivage entre deux associations françaises sur le même sujet, et j'aurais voulu les réunir, j'aurais voulu en fait que ces deux associations puissent n'en faire qu'une, et ça n'a jamais été possible. Et aujourd'hui, il y a toujours deux associations qui existent et qui vivent leur vie, chacune dans son coin. Voilà, pour le regret. Bon. Maintenant, pour mon plus grand succès, je vais répéter une chose que j'ai déjà dite. Mon plus grand succès, ça a été, je crois, la création de l'AGRH. 89, nous étions une soixantaine. Aujourd'hui, l'AGRH, grâce aux différents présidents et différents collègues qui y ont adhéré, je crois, l'AGRH réunit tous les enseignants-chercheurs de la discipline. Nous sommes environ 1 millier de membres. Il y a 2 très belles revues, la revue de gestion des ressources humaines, et puis @GRH, deuxième revue. Et c'est une communauté qui est vraiment tout à fait attachante. Toutes les communautés scientifiques le sont, mais je l'ai suivie depuis l'origine. Il n'y a jamais eu de crise, il n'y a jamais eu de problèmes ni scientifiques, ni des problèmes liés à des personnes qui auraient voulu faire scission, etc. Donc, de mon point de vue, cette association est utile. C'est une belle association. Il règne une très bonne ambiance et je considère que c'est mon plus grand succès professionnel.